C'est bon pour l'enregistrement. Bonjour tout le monde. Est-ce Bonjour. que peut-être on attend juste une toute petite minute? Les gens arrivent par dizaines et dizaines. Allez, on va démarrer. Bonjour tout le monde. Merci de nous rejoindre aujourd'hui pour ce nouveau 30 minutes avec. Moi, je suis Marie Baduel, je suis orthophoniste et neuropsychologue et je co-anime aujourd'hui avec Antoine. Je te laisse te présenter. Bonjour, merci Marie. Antoine Tani, je suis neuropsychologue et directeur de la pédagogie d'Octopus. Et donc aujourd'hui, à l'heure du déjeuner, nous allons parler des troubles de l'oralité et nous avons la joie de recevoir Emeline Le Sec-Lambre. Euh, Petit rappel au niveau du fonctionnement, 30 minutes de présentation pendant lesquelles vous pouvez déjà commencer à poser vos questions sur le chat. Et ensuite, on aura donc 30 minutes de questions, les questions que l'on va relayer avec Antoine et que l'on va poser donc avec à Emeline. Je vous laisse démarrer. À tout à l'heure. C'est à moi, je pense. Oui, c'est à vous, pardon. Bonjour à tous et à toutes. Je suis Émilie Nosek, alors je suis orthophoniste. Je suis ravie d'être parmi vous pour cette pause-déj. Et merci à Octopus pour la confiance que vous m'accordez aujourd'hui pour vous parler en 30 minutes des troubles alimentaires pédiatriques. Je dis en 30 minutes parce qu'effectivement, je pourrais en parler pendant des heures, mais vraiment, promis, aujourd'hui, je m'y tiendrai, je tiendrai le temps imparti. Donc je suis orthophoniste, je suis formatrice et cofondatrice de Happy Ortho. Et donc, je travaille depuis maintenant de nombreuses années dans le champ des troubles alimentaires chez l'enfant. Alors, chez l'enfant sans pathologie associée, mais aussi chez l'enfant porteur de handicap. Voilà, c'est donc je travaille aujourd'hui en cabinet libéral et j'ai eu une activité hospitalière il y a quelques années maintenant qui m'a aussi voilà, permis d'avoir une approche différente de ces difficultés alimentaires chez les enfants. Donc, je vous propose de commencer et déjà par déterminer justement, tout à l'heure, Marie parlait d'oralité. Et en fait, de troubles de l'oralité, alors c'est vrai que vous m'entendrez plutôt parler de troubles alimentaires pédiatriques. Pourquoi? Bah, parce qu'en fait, il y a voilà, un consensus qui est sorti au niveau international et que le terme oralité, en fait, est un terme qui est très utilisé, pour le coup, très utilisé aussi en France et qui regroupe euh, de nombreuses choses, en fait, qui n'est pas que l'alimentation. Et donc voilà, l'oralité, c'est vraiment au carrefour de beaucoup de choses. Et si on va spécifiquement vers l'oralité alimentaire, hein, eh bien, qu'est-ce que l'oralité alimentaire? Je vous ai mis ici un petit visuel, c'est qu'en fait, il se passe de nombreuses choses autour de la bouche et ça peut être partager ce temps de repas, mais aussi goûter les aliments, cuisiner aussi avec les parents, à l'école aussi, hein, des activités cuisine, et puis manger. Hein, c'est sûr que quand on dit oralité alimentaire, on pense d'emblée à manger, mais en fait, c'est pas que manger, puisque le temps de repas est un temps où il se passe beaucoup de choses. Et donc, comme je disais, dans bien, le partage, dans la communication aussi. Quand on mange, on communique. C'est pas juste manger. Alors, ça arrive, hein, peut-être que euh, voilà, parfois vous mangez devant juste entre vous et vous, et en fait, et vous partagez moins. Mais voilà, ça englobe en fait vraiment ce terme d'oralité alimentaire. On sent les aliments, on les découvre, on les touche aussi, on les regarde. Et puis, on a aussi tout ce qui est les compétences de mastication qui sont mises en jeu. Donc, vraiment, autour de ce terme, en fait, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui se passent. Et je dis souvent, quand tout va bien, en fait, on s'en rend pas compte. Voilà, on n'imagine pas que, en tout cas, tant qu'on se pose pas sur le sujet, on se dit, bah oui, effectivement, je mange, je participe à ce temps de repas. Mais en fait, il y a énormément d'impact et oui, de liens, en fait, entre ces différents éléments.
Donc l'alimentation, bien sûr, est un besoin vital. C'est ce qui fait quand même que il y a parfois une notion d'urgence dans les difficultés alimentaires, on en reparlera. Mais c'est aussi un acte social, donc pas à chaque fois, hein. Parfois, effectivement, je disais tout à l'heure, on mange seul, mais pas toujours, et c'est souvent d'ailleurs un moment de plaisir. Et chez nous particulièrement, c'est vrai qu'en France, le temps de repas est un temps vraiment important. Souvent, on se dit ah bah viens dîner à la maison, on se retrouve pour un goûter, on va discuter autour d'un verre. Enfin, vous voyez, voilà, tout est vraiment lié finalement à ce temps convivial et de plaisir partagé, hein. Et évidemment, c'est aussi un éveil de tous les sens, et ça, je vous en parle juste après. Donc, l'oralité alimentaire, en fait, va préfigurer quand même une bonne partie de la suite du développement chez l'enfant. Et donc, manger, eh bien, ce que je viens de dire, c'est qu'en fait, c'est une rencontre multisensorielle. Euh, Manger, c'est se confronter à nos sens en général, et notamment eh bien, le sens visuel. La vue, en fait, est sollicitée quasiment, alors peut-être pas en premier, mais en tout cas très vite. Quand on nous présente un aliment, en fait, la première chose qu'on envoie quasiment, eh bien, qu'on envoie d'ailleurs, c'est ce qu'on envoie. Donc, c'est la vue. Et la vue peut être la première chose qui fait que je vais aller vers un aliment ou pas. Alors, je m'explique, par exemple, si on nous amène une banane qui est bien mûre et donc plutôt un peu noire, un peu noircie, on pourrait d'emblée se dire, ah là là, visuellement, elle ne me revient pas, comme on dit, et du coup, j'ai peut-être moins envie d'aller la goûter, d'aller la manger. Hein. Donc, c'est vraiment la vue est un des premiers éléments qui pourra me dire j'ai envie ou pas, voire même ça me rebute complètement. L'odeur également, hein. Donc, je parlais là de la banane, bah, en fait, c'était un bon exemple, hein, au niveau sensoriel. L'odeur, c'est pareil. Si je vois et je sens enfin, l'aliment qui arrive là devant moi, et donc l'odeur m'indispose, en fait, il est rare de pouvoir se dire, ah bah vraiment, je ne supporte pas l'odeur, mais par contre, pas de problème, je peux le manger. Vous voyez, c'est quand même quelque chose qui peut aussi nous rebuter, hein. La banane, elle va peut-être sentir très fort aussi. Et du coup, le combo vue et odeur, je me dis, vraiment, là, ça peut être compliqué. Ou pas, hein, parce qu'à l'inverse, c'est vrai que j'ai un biais d'emblée, j'arrive vers les difficultés, mais à l'inverse, vous allez dans un restaurant gastronomique, on vous présente des aliments, visuellement c'est beau, ça peut vous donner envie d'y aller. Ça sent bon, ça nous met en appétit, hein. On dit vraiment, voilà, cette notion d'odeur, le côté olfactif, il est vraiment très intéressant aussi dans l'alimentation. Il y a aussi l'aspect auditif, alors qu'on retrouve peut-être moins facilement dans l'alimentation, mais ça va être l'odeur, pardon, le bruit des aliments qui crépitent dans la poêle. Ça peut aussi préparer un enfant à ce temps d'alimentation. J'entends les bruits de la cuisine. C'est pas forcément les bruits des aliments, mais aussi les bruits de la cuisine, de la préparation du temps de repas. Et ça peut aussi préparer donc l'enfant à se dire, bien, ça y est, c'est bientôt l'heure de manger. Hein, ça l'entraîne dans une certaine routine, un certain schéma en fait du temps de repas qui va arriver. Donc voilà, l'aspect auditif. On a aussi l'aspect tactile. Donc on dit souvent, hein, quand je sais ce que ça fait dans ma main, hein, si je touche un aliment, bah, je saurai en fait comment ça va faire aussi dans ma bouche. Si je reprends l'exemple du restaurant gastronomique, vous voyez une superbe assiette arriver avec des petites choses que vous ne connaissez pas. L'odeur, elle est vraiment, elle vous donne envie, elle permet une appétence. Et puis, et en fait, vous ne savez pas finalement si c'est mou, si c'est dur, parce que vous ne connaissez pas ce qu'on vous a mis dans l'assiette. Alors, bien sûr que j'ose imaginer qu'à l'âge adulte, vous n'allez pas mettre les mains dedans, mais vous allez peut-être prendre votre fourchette pour aller titiller un peu là ce que vous avez dans l'assiette et voir en fait un peu la texture. Est-ce que c'est mou et puis parfois quand vous commencez à goûter, vous dites ah c'est marrant parce que je suis vraiment étonnée là. Je m'attendais à quelque chose de plus mou, de plus dur et en fait c'est pas exactement ce que j'avais envisagé ou imaginé.
Donc, le fait de toucher, hein, si je touche ou voilà, en fait, je saurai eh bien, ce que ça fera après dans ma bouche. Et donc, ça peut permettre aussi d'appréhender ce temps d'alimentation. Voilà, il y a aussi tout l'aspect, au niveau sensoriel, proprioceptif, hein, notamment avec l'installation vestibulaire aussi. Donc, l'installation, pareil, on ne peut bien manger que si on est bien installé, hein. Donc, il y a des repères, effectivement, pour avoir une alimentation optimale, des facteurs optimaux, pour favoriser ce temps de repas. Donc, je pense avoir ah oui et puis non, j'ai pas fait le tour de tous les sens. Il y a le goûter, évidemment le goût, hein, quand je goûte, donc j'appelle ça le goûter avec des guillemets, c'est goûter l'aliment, c'est-à-dire le mettre en bouche, hein. Je peux le toucher, c'est ok, je le sens, voilà, euh, je, tout est ouvert en fait, hein, quelque part pour que je puisse bien le goûter, c'est-à-dire l'amener en bouche et voir ensuite effectivement si cet aliment me convient ou pas. Et donc manger finalement, c'est pas aussi simple que ce qu'on en voit, hein. Donc encore une fois, quand tout va bien, on se dit: «Ah OK, on mange», en fait, voilà. Donc on a, cette partie émergée de l'iceberg, hein, comme vous voyez là sur le visuel, qui est, l'enfant qui mange. OK. Et puis en fait, qu'est-ce qui se passe? Dans la partie immergée de l'iceberg, c'est qu'en fait, quand on mange, il y a plein de choses. Donc on vient de voir, il y a tous les aspects, sensoriels, donc le développement aussi sensorimoteur de l'enfant qui entre en jeu, qui va être un facteur en fait à prendre en compte dans l'intégration sensorielle, hein, je viens d'en parler, mais il y a aussi toute la culture, aussi l'environnement, l'éducation. Tout ça, c'est aussi très important et ça fait partie du temps de repas, hein. On n'a pas tous les mêmes cultures, on n'a pas la même éducation, hein. Dans certaines familles, on ne parle pas en mangeant. Dans certaines familles, chacun mange plus ou moins quand il le souhaite. Enfin voilà, on n'a pas les mêmes valeurs éducative en tout cas sur ce temps d'alimentation. Il va y avoir aussi toutes les fonctions oromyofaciales, les organes qui vont être en lien avec l'alimentation, mais aussi la digestion, hein, l'aspect digestif aussi est à prendre en compte. Un enfant qui a des troubles digestifs va peut-être avoir un comportement à table qui va être considéré comme difficile, mais en soi, le comportement, c'est la partie émergée, c'est ce que j'en vois. Mais peut-être qu'en fait, il est douloureux, ou voilà, manger, pour lui, il associe un moment de déplaisir et donc ça, c'est à prendre en compte, hein. Vraiment, ce que je dis souvent, c'est que le comportement, c'est ce qu'on en voit, mais que, il y a, toute cette partie-là en dessous, qui est à prendre en compte et à essayer d'aller creuser. Donc il y a bien sûr tout ce qui est l'aspect organique avec les dents, avec, l'intégrité des organes évidemment pour pouvoir manger, hein, tous les aspects oromoteurs, les muscles, hein, donc la motricité, et puis la respiration, voilà, tout ce qui fait partie des fonctions OMF, hein, dont j'ai parlé aussi tout à l'heure. Donc voilà, vraiment, garder peut-être le message clé que j'ai envie de faire passer là aujourd'hui, c'est de se dire, quand un enfant est, et je mets des guillemets, difficile à table, se dire que c'est ce que j'en vois, c'est le comportement. Ce qui est intéressant, c'est de creuser le pourquoi. Qu'est-ce qui fait que c'est difficile? Voilà, pour cet enfant. Et donc il y a, vous voyez, beaucoup, beaucoup de pistes à aller creuser. Donc, dans le développement alimentaire de l'enfant, on a, pendant la grossesse, il y a l'alimentation placentaire, on n'a aucun impact, nous, en tout cas, là-dessus. Et puis, à la naissance, il y a soit l'allaitement au sein ou au biberon, en fonction du choix parental. Les difficultés peuvent survenir déjà à ce moment-là pour certains bébés. Et puis, il y a le passage au biberon. Alors, on a eu plus ou moins parce que le passage au biberon n'est pas un passage obligatoire dans l'alimentation, mais parfois, une maman qui a allaité au sein, rencontre des difficultés avec son enfant au moment du passage au biberon. Donc, voilà, ça peut être des difficultés. En tout cas, les difficultés peuvent arriver, survenir à ce moment-là. Et puis ensuite, il y a le passage à la cuillère. Puis donc le passage à la cuillère entre 4 et 6 mois selon les recommandations de l'OMS et de l'EFSGAN. Et puis ensuite, il y a le passage au morceau. Donc morceau, en fait, quand on parle de morceau, c'est bien sûr tout ce qui est morceau tendre, fondant, et puis croustille fondant, hein. Bien sûr, quand je dis morceau, je pense pas au steak bien, bien dur, hein, évidemment. Et puis ensuite, il y a le développement des compétences oromotrices, hein, du pattern de mastication adulte. Et en fait, quand on regarde les âges dans les recommandations, en tout cas les âges de passage de ces différents
modes d'alimentation, en tout cas des textures alimentaires, c'est dans son développement alimentaire, eh bien, le passage au morceau, il est recommandé à partir de 6 mois. Alors 6-8 mois, effectivement, on peut passer au morceau tendre, d'accord, je redis, et fondant. Et puis, en fait, on imagine bien que finalement, il y a des périodes sensibles d'acquisition des fonctions alimentaires. Alors, je suis désolée, il y a une faute d'orthographe, donc alimentaire avec un S. Et il y a des fenêtres d'acceptation. Et donc, finalement, parfois, on retrouve en consultation des enfants à 4-5 ans pour qui on se rend compte qu'en fait, les difficultés ont démarré bien plus tôt dans cette première année de vie. Vous voyez, cette frise, elle est vraiment sur la première année de vie. Et donc, on se dit, dommage, parce qu'avec le temps, et on sait qu'il y a un ancrage parfois des difficultés, des appréhensions. Il y a le comportement, effectivement, là, qui s'affirme un peu plus, parce que quand manger, c'est difficile depuis que j'ai 8 mois ou 9 mois, et que j'en ai 5 ans, eh bien, effectivement, on imagine bien qu'il y a eu des compensations, des comportements de fuite, de l'appréhension, etc. Donc, en gros, le message, c'est la prise en soins précoce. C'est essayons vraiment, alors, notamment, ce qui est chouette, c'est quand les pédiatres, les médecins puissent nous envoyer précocement ces enfants dès qu'il y a des signes d'alerte, en fait, dans le développement, dans ce développement alimentaire. Donc, de manière assez précoce, effectivement, mais ça nous permet de lever les difficultés et de ne pas ancrer les troubles chez ces enfants. Donc, j'ai commencé à en parler, quand tout ne se passe pas aussi bien. On a vu le développement alimentaire de l'enfant. Et donc, je vous ai remis le terme de trouble de l'oralité alimentaire. C'est ce qu'on entend encore beaucoup, même si on a tendance à aller vers cette notion de trouble alimentaire pédiatrique. Quelles sont les petites phrases qui doivent me mettre à la puce à l'oreille quand j'ai des parents, des aidants aussi en face de moi et qui me disent l'enfant ne mange pas, ou le parent qui dit mon enfant ne mange pas. Alors parfois le parent va dire il ne mange rien. Alors c'est rare que l'enfant ne mange rien, dans le sens où rien, c'est grave. Et que généralement, en fait, c'est que le cerveau, vous savez, fonctionne un peu en tout ou rien. Et donc, quand je suis très inquiète, je vais dire, voilà, il ne fait jamais ça, il ne mange rien, ou alors il est tout le temps enfin voilà. Vous voyez, sauf que, bon, voilà, c'est rarement rien, ou alors on est dans l'urgence médicale, évidemment, et vitale. Mais en tout cas, il ne mange pas, il mange peu, il a une sélectivité alimentaire, il refuse de manger. Manger, les repas, c'est l'horreur. Ça, c'est vraiment, les repas, c'est hyper compliqué. Il n'aime pas ça. C'est pas son truc. Si je l'appelais pas, il viendrait jamais manger, j'ai l'impression. Vous voyez, ces signes-là, il ne veut pas se mettre à table. Vous voyez, cette notion de comportement. Alors, souvent, le parent, il va nous donner un comportement de l'enfant. Vous voyez, il mange que devant la télé, par exemple. C'est un comportement. Sauf qu'en fait, comme j'ai dit tout à l'heure, nous, ce qui va nous importer, c'est de comprendre pourquoi il est capable, effectivement, de manger, mais dans d'autres conditions. Voilà, alors, vous voyez, il se fait vomir. C'est une phrase que moi, j'entends de temps en temps. Et en fait, c'est rare qu'un enfant se fasse vomir dans le sens propre du terme. Le truc, c'est que ça peut être un ressenti parental quand l'enfant a un nauséeux tellement fort qu'en fait, il en vomit. Alors, c'est voilà, on n'a pas le temps de développer là, ça reste quand même des signes d'alerte, mais en fait, encore une fois, c'est un peu le comportement, comme si c'était volontaire. Vous voyez, et ça, c'est ce qu'on en voit, partie émergée de l'iceberg. Je reviens très rapidement sur le fait de manger devant la télé. Ça, longtemps, on a entendu ou lu pardon, dans les descriptions des difficultés alimentaires. Eh bien, s'il est capable de manger devant la télé, c'est que c'est plutôt un problème d'ordre psy, comportemental. En fait, il y a certains enfants, le fait de manger devant la télé, en fait, ils se mettent un peu en état, je dirais, d'auto-hypnose. En tout cas, ils sont vraiment pris par l'écran en face d'eux, et du coup, ils sont très passifs sur son alimentation, mais ils ne se rendent même pas compte quasiment qu'ils mangent. Et le truc, c'est que les écrans, voilà, on sait bien les méfaits, etc., des écrans, mais moi, je vois pas, enfin,
En tout cas, pour moi, le signe d'alerte est le même que quand on me dit mon enfant mange en dormant. Quand c'est un bébé et qui boit au bib en dormant, eh bien, c'est exactement pareil, c'est qu'il est passif. Vous voyez? Donc ça, en tout cas, ça doit nous rester des signes d'alerte et des phrases qui nous mettent la puce à l'oreille pour aller essayer de comprendre pourquoi cet enfant fait ça. Et donc, ça me permet de vous parler des troubles alimentaires pédiatriques, donc avec un consensus qui est sorti donc en janvier 2019 et qui donc international et qui parle donc des troubles alimentaires pédiatriques, hein, donc la Pediatric Feeding Disorder, et qui permet en fait aujourd'hui de pouvoir mener une revue de littérature quand même de manière plus large avec des critères diagnostiques, puisque dans le trouble de l'oralité n'était pas en soi défini avec des critères précis diagnostiques et en tout cas reconnus ailleurs qu'en France. Et donc, il y a 2 critères pour ce trouble alimentaire dans le diagnostic. Et le premier critère, c'est qu'en fait, il doit y avoir une perturbation de la prise orale des aliments par rapport à ce qui est attendu pour l'âge de l'enfant, qui persiste depuis au moins 2 semaines. Ça peut paraître court, mais en fait, il fallait bien démarrer à un moment donné. Et c'est pas l'enfant, effectivement, qui a une gastro et qui, du coup, pendant 10 jours, a du mal à manger. Vous voyez, c'est vraiment quelque chose qui s'installe et qui s'associe à un ou plusieurs des critères donc, qui suivent. Et donc, ça peut être une pathologie d'ordre médical, des enfants qui ont des troubles cardio-respiratoires ou gastro-intestinaux, neuro ou autres, des fausses routes, les enfants qui ont des troubles de la déglutition, en fait, rentrent dans ce consensus et bien dans le cadre d'un trouble alimentaire pédiatrique, dans ce diagnostic de TAP. On peut retrouver un trouble nutritionnel avec une dénutrition, une malnutrition, une dépendance à une nutrition artificielle pour certains. Et puis, ça, c'est récent, enfin, en tout cas, depuis le consensus, eh bien, enfin, c'est écrit, c'est cette notion de carence nutritionnelle. En fait, longtemps, dans les descriptions des difficultés alimentaires, on avait la notion de dénutrition, de malnutrition, d'alimentation artificielle. Et il s'avère qu'il y avait certains patients qu'on voyait, on se disait, mais ils ont des difficultés alimentaires, ils mangent essentiellement, moi j'avais un patient comme ça, il mangeait essentiellement des pains au lait au chocolat. Et en fait, la courbe, sa courbe de croissance était bonne. Il tenait en fait sa courbe. Il n'avait pas besoin d'une nutrition artificielle parce qu'il mangeait en quantité du coup ces pains au lait. Mais par contre, on s'est retrouvé avec effectivement des carences importantes parce que des apports restreints en fait d'un ou plusieurs nutriments qui vont résulter d'une restriction en fait de ce panel alimentaire. Donc en fait, cette notion de carence, elle est maintenant abordée et ça, c'est quand même intéressant d'avoir ça en tête. On peut retrouver un trouble des compétences sensorimotrices alimentaires, c'est là où eh bien, on va se retrouver, nous les orthophonistes, les psychomotes, les ergots aussi. Et les kinés d'ailleurs, j'espère n'oublier, mais de toute façon, c'est un diagnostic pluripro, donc voilà. Donc dans ce trouble des compétences sensorimotrices, eh bien, on peut retrouver un retard, par exemple, à la mastication et donc une nécessité de modifier la texture des aliments, que ce soit pour des raisons sensorielles ou oromotrices, d'adapter les postures et l'installation qui est la base, on ne peut bien manger que si on est bien installé, et l'adaptation des stratégies alimentaires. Et la nouveauté, entre guillemets, mais en tout cas, ce qui rentre dans le cadre d'un trouble alimentaire pédiatrique, c'est aussi le retentissement psychosocial des troubles alimentaires. Et ça, c'est assez nouveau parce qu'avant, quand on voyait le comportement, on se disait, en fait, c'est juste du comportement et c'est pas du tout un trouble alimentaire. Sauf qu'en fait, ce retentissement est avéré et je trouve que ça peut rassurer aussi les parents de dire en fait, bien sûr qu'à un moment donné, eh bien, vous mettez en place des stratégies parentales qui peuvent être considérées comme inadaptées, manger devant un écran, manger en jouant, voilà. Mais parce que quand on est incapable de répondre aux besoins nutritionnels de son enfant, en fait, c'est hyper angoissant. Et donc les parents, à un moment donné, vous savez, quand il y a le médecin qui dit attention, s'il n'a pas pris de poids le mois prochain, on pensera peut-être à une hospitalisation pour voir ce qui se passe. Ça stresse le parent. Et quand le parent est stressé, bien sûr que, et ça montre aussi toute la bientraitance et tout l'amour qu'on porte à son enfant, c'est qu'on va essayer de trouver du coup des stratégies pour qu'il puisse manger. Voilà, donc on imagine aussi que ça peut effectivement entraîner un trouble du fonctionnement social en lien avec le repas. Quand manger, c'est compliqué, en fait, manger ailleurs, c'est compliqué. La cantine, ça peut être compliqué, mais aller au resto aussi, ça peut être très compliqué.
Les repas en famille aussi. Beaucoup de parents décrivent ces repas en famille qui peuvent être aussi devenus un calvaire pour certains. Et ça peut entraîner des difficultés relationnelles entre la personne qui donne à manger et l'enfant parce que la personne qui donne à manger se met une pression, parce que pour que l'enfant mange, parce que du coup, elle peut être parfois dans un petit forçage. Et ça, effectivement, c'est ce retentissement psychosocial qui est décrit. Voilà, donc ça, c'est le premier critère. Et le deuxième critère, c'est que ce trouble ne doit pas être lié à un trouble du comportement alimentaire de type psychopathologie, ni à un manque de nourriture. Malheureusement, il y a des familles qui n'ont pas accès à certaines catégories d'aliments ou à des pratiques culturelles, effectivement. Voilà, ça, c'est le critère d'exclusion du trouble alimentaire pédiatrique. Donc, en gros, ce diagnostic s'applique à un enfant qui ne peut pas consommer une alimentation équilibrée, d'aliments solides ou liquides qui sont appropriés à son âge pour assurer sa croissance et son développement harmonieux. Et donc, on travaille aussi, bien sûr, beaucoup avec les diètes à ce niveau. On distingue le trouble alimentaire pédiatrique aigu qui dure entre 2 semaines et 3 mois. Ça existe. Si on les voit précocement, en fait, on n'ancre pas les troubles. Et le TAP chronique qui dure plus de 3 mois. Donc, j'ai parlé des partenaires. J'espère ne pas en avoir oublié, évidemment, mais le diète, l'ergo, kiné, psychomote, médecin, infirmière, enfin, il y en a plein d'autres. Voilà, mais en tout cas, ce qui était important pour moi aujourd'hui aussi de dire, c'est que cette prise en soin autour de l'enfant, elle est vraiment pluripro. Et moi, je travaille souvent en lien avec les diètes. Je peux faire même parfois on fait des consultations ensemble. Les liens avec les médecins sont aussi très, très forts. Les ergos, les kinés, enfin l'équipe en fait, vraiment autour de l'enfant, elle est essentielle. Et donc, je voulais aussi juste faire un petit focus sur les idées reçues qu'on entend souvent dans les troubles alimentaires. C'est les personnes qui peuvent dire à la maman ou au papa, mais c'est toi en fait qui as un problème avec l'alimentation, tu ne veux pas qu'il mange cet aliment-là. Mais gardons en tête que c'est pas que les parents ne veulent pas, c'est peut-être qu'ils ont aussi, ils savent que peut-être s'ils donnent tel aliment, l'enfant va vomir ou après il mangera plus. Et puis quand on a un repas de famille, ce qui compte, c'est de profiter du moment et peut-être pas là d'aller challenger l'enfant. Eux, ils le challengent toute la semaine. Donc peut-être que le dimanche, si effectivement mon patient qui mangeait des pains au chocolat, c'est pas ce jour-là où la maman, elle disait, mais moi j'ai aussi besoin de moments off. Et en fait, quand on est dans les repas de famille, c'est vrai que je lui ramène ces pains-là. Et en fait, ça veut pas dire que je ne veux pas. Ça veut juste dire que facilement, il pourrait vomir à goûter autre chose. Il mangera pas de la journée. Si le poids n'est pas OK, voilà, on doit vraiment veiller à tout ça. C'est un équilibre constamment. Il faut le forcer. Alors bien sûr que non. Forcer renverrait une image négative en fait du temps de repas difficile. Et c'est pas ce qu'on veut. On veut pas que l'enfant associe manger égale mauvais moment. Par contre, ne pas forcer ne veut pas dire ne pas inciter. C'est important d'inciter l'enfant, de le challenger. Ça, c'est vraiment, vraiment hyper important. Alors, le déclic, t'inquiète, il va avoir un déclic, comme tout le reste en fait, pas forcément. Un enfant qui ne lit pas à la fin de son CP, on ne dit pas aux parents, t'inquiète, il va avoir un déclic. On essaye de mettre des choses en place. C'est pareil pour l'enfant qui a un trouble alimentaire. Et on a vu surtout la nécessité de la prise en soins précoce pour pas en créer justement. Et permettre peut-être ce déclic d'ailleurs. Voilà, le côté éducatif, tu es trop permissif, tu l'écoutes trop. Bon, ça revient à ce que je disais tout à l'heure avec le problème avec l'alimentation. C'est facile d'aller chercher les parents sur l'aspect de l'éducation. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est de savoir pourquoi c'est compliqué, comment on peut l'aider et essayer d'aider tout le monde en fait dans cette dyade aussi parents-enfants. Un enfant ne cesse pas mourir de faim. Alors ça, c'est une phrase qu'on entend, on entend beaucoup. Malheureusement, c'est faux. Un enfant qui ne peut pas, moi j'ai eu le cas de situation de bébé, de tout petit, un enfant qui n'a pas les compétences, par exemple, pour boire au biberon, les compétences oromotrices, j'entends, eh bien, à un moment donné, s'il peut pas, il peut pas, en fait. Et donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va se mettre en économie d'énergie. Il va beaucoup dormir. Et il y a des enfants, malheureusement, qui arrivent aujourd'hui à l'hôpital, en état de dénutrition sévère, avec des parents qui ont dit, mais on a essayé vraiment, mais on nous a dit, de toute façon, il va pas cesser de mourir de faim. Quand il aura faim, il acceptera son biberon. Et en fait, ça fait des jours là qu'on essaye, des jours, des heures et des heures et des heures.
Et voilà, j'ai une maman il m'a dit un jour, une maman soignante, hein, qui m'a dit, j'ai attendu 18 heures. 18 heures où je me disais, mais elle va finir par le prendre, son biberon, c'est pas possible, elle va pas cesser de mourir de faim. Et au bout de 18 heures, elle dit, je me suis dit, là, il faut faire quelque chose, c'est pas possible. Vous voyez, donc c'est des enfants parfois qui ont du mal à passer au biberon et qui sont allaités au sein, ou voilà, d'autres situations. Et ils n'aiment pas les légumes comme tous les autres. Alors pas vraiment, hein, on a la néophobie qui existe, hein, et qui n'est pas un trouble. Mais effectivement, avant d'avoir des idées comme ça très clichés quand même, voilà, oui, il y a 75% des enfants qui passent par une étape de néophobie alimentaire. Mais il y a aujourd'hui, au niveau mondial, il y a 3 à 10% des enfants qui ont en tout cas des troubles alimentaires avérés. Voilà, et pour terminer, je pense que je respecte le temps imparti. Je vous ai mis quelques petites pistes de prévention. Ça reste vraiment des pistes, hein, on n'a pas le temps de tout développer, mais en tout cas, face à un enfant qui présente des signes d'alerte de troubles alimentaires, ne pas le forcer, d'accord? On va l'aider plutôt à investir son corps, sa bouche de façon positive, de bien l'installer, parce que, hein, on a vu que c'était vraiment la base. D'adapter les textures et les quantités. Quand manger, c'est compliqué, si on met une plâtrée d'emblée, je ne peux pas y aller. Si on met une petite quantité, eh bien, je vais peut-être plus avoir cette envie de me mettre en essai. Et c'est surtout qu'on peut valoriser une petite quantité. Sur une petite quantité, ça se voit quand il y a une cuillère qui a été mangée. Sur une plâtrée, pas du tout. L'environnement aussi, hein, l'endroit calme, agréable pour les temps de repas aussi, c'est hyper important. Voilà, donc pour développer la sensorialité, on a vu tout l'aspect tactile, olfactif, gustatif dans la vie quotidienne qu'on peut aller stimuler et encourager les parents, eh bien effectivement à cuisiner avec eux, manipuler en fait, hein, les aliments, lui faire sentir les choses, proposer des aliments ludiques, les petits confettis, et vous savez, on a les emporte-pièces, on peut faire même un croque-monsieur, il peut se retrouver en forme de tête d'ours, voilà, on peut faire un peu plein de choses. Ce qui compte chez les enfants, on dit souvent à 2 ans, ce qui compte, c'est le jeu. Et en fait, sans être dans manger n'est pas jouer, mais en tout cas rendre les choses jolies, visuellement, ludiques, hein, les petits pics ludiques, voilà, les couverts sympas. En fait, ça peut aider aussi les enfants fragiles. Et puis aussi proposer bien sûr les brosses à dents de dentition, de sensoriel dans la bouche de l'enfant pour aller stimuler l'oromotricité et aussi bien sûr la sensorialité. Voilà pour les quelques pistes de prévention. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention et je suis disponible pour répondre aux questions. Super, merci beaucoup Emeline pour cette présentation très claire et merci aussi d'avoir rappelé le côté vraiment transversal de la discipline de tout ce qui concerne l'oralité alimentaire. On a bien compris aussi que les pains au lait au chocolat, ça ne suffisait pas à l'équilibre nutritionnel. Alors, on a déjà quelques questions. On en a une notamment sur est-ce qu'un enfant, donc c'est Frédéric Savary qui nous demande, est-il vrai qu'un enfant d'une dizaine d'années qui maîtrise son alimentation et ne mange rien de type anorexique ne se laisse pas mourir de faim et finit par manger un peu? Ça rejoint ce que vous avez dit tout à l'heure par rapport au bébé. Et du coup, là, dans un contexte ado, pré-ado, Alors, qu'est-ce qui que maîtrise son alimentation, ça veut dire qu'il a les compétences sensorielles et oromotrices pour manger, mais qui serait plutôt sur un trouble du comportement alimentaire. ça ressemble à ça, oui. Mm. Alors là, du coup, je botte un peu en touche parce qu'en fait, là, on arrive à la psychopatho. Et en fait, c'est-à-dire que ça ne rentre pas de manière, bien, comment dire, ne serait-ce que la définition du trouble alimentaire, en fait, le critère d'exclusion, c'est le trouble du comportement alimentaire type psychopatho, qui est très spécifique pour le coup. Donc, je n'ai pas les compétences pour répondre à la question, j'en suis désolée, mais parce que du coup, là, on rentre dans l'aspect ouais, psychopathologie en fait. Donc l'anorexie mentale, qui est un trouble même psychiatrique, et qui, par définition, sort du champ du trouble alimentaire de l'enfant, euh, et qui a des conséquences dramatiques. Oui. Et justement, il poursuit sa question. Est-ce qu'il y a un lien entre le trouble alimentaire pédiatrique et le trouble alimentaire de type anorexique? Et il y a aucun lien avéré aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune étude qui peut montrer qu'il y a un lien direct en tout cas. Il y a il y a comment dire, des recherches hein, qui sont faites même sur les comportements alimentaires des parents d'ailleurs, mais en fait rien d'avéré. D'accord, merci beaucoup.
Marion Outrebon nous demande, dans le cas d'un enfant qui ne mange que des aliments d'une couleur donnée, est-ce que c'est donc plutôt considéré comme un trouble du comportement alimentaire et non un TAP? Alors, si c'est lié à la couleur, est-ce que c'est sensoriel? Est-ce que c'est lié aussi à un trouble du spectre de l'autisme? Alors voilà, on ne fera pas des diagnostics là comme ça si vite, mais ça vaut le coup de creuser. Ça peut être sensoriel, hein, ça peut être, voilà, par définition, là d'emblée avec juste cette info-là, il ne sort pas en tout cas du cadre d'étape. Donc ça veut dire qu'il peut y être en tout cas. Maintenant à creuser avec effectivement un bilan précis de ses compétences. De ses compétences sensorielles en fait essentiellement, je pense. D'accord, merci. Dans le DSM, il me semble qu'il y a le trouble d'évitement ou restriction de la consommation alimentaire. Oui. Euh, Quel est votre avis sur la question un petit peu? Est-ce que vous utilisez ce diagnostic ou pas? Est-ce que vous lui donnez une place? En dehors de ce que vous nous avez parlé justement ce que nous avez dit, ce que vous nous avez dit à propos du consensus de Godet, Oui. ce que le dit le DSM. Oui, C'est voilà, c'est ça. Mm. hein, c'est du coup l'ARFID, hein, Avoidant Restrictive Food Intake Disorder, qui est un diagnostic effectivement plutôt. Enfin, alors aujourd'hui, parce qu'en fait, ça évolue beaucoup là dans le domaine depuis quelques années. Et aujourd'hui, c'est un diagnostic différentiel aux troubles alimentaires pédiatriques, hein, avec, voilà, alors là, voilà, hein, je ne vais pas reprendre tous les critères, mais ça vaut le coup hein, d'aller creuser un peu. C'est des difficultés qui arrivent effectivement dans l'enfance. On se demande aujourd'hui quand même si le trouble alimentaire, enfin, si certains enfants qu'on étiquette, entre guillemets, qu'on diagnostique TAP, à un moment donné, on se demande si finalement, c'est pas des ARFID, comme on dit, mais voilà. Et en fait, c'est très dur d'élaborer le diagnostic parce que alors, il y a différents profils, hein, donc il y a 3 profils différents de l'ARFID, mais en gros, ce qu'on peut garder en tête, c'est que c'est des enfants, mais du coup, qui grandissent, hein, des adultes aussi, parce que c'est vrai j'en ai pas parlé, mais dans le trouble alimentaire pédiatrique, par définition, il n'y a pas d'adultes, hein. Ça s'arrête à l'âge pédiatrique. Or, on retrouve des adultes avec des troubles alimentaires avérés, mais qui sont souvent qui ne sont plus d'ordre sensoriel, qui sont une réelle appréhension, voire une rigidité majeure parfois à l'idée même d'évoquer un aliment. Vous savez, j'avais comme ça une adulte qui disait, mais quand je pense, enfin même je pense à un kiwi, en fait, j'en ai des suées, voilà, et ça, en fait, ça fait plutôt partie, effectivement, d'un profil. Alors, pareil, ne retenez pas que ça, hein, parce qu'il y a plein d'autres critères, hein, mais ça faisait plus ARFID. Et l'adulte, en fait, est ARFID. L'adulte avec difficultés alimentaires, etc. Voilà. C'est de l'ordre même de la. En fait, c'est des diagnostics, de toute façon, vous l'avez dit, hein, on est écrit dans le DSM, c'est des diagnostics psy, hein, essentiellement. Et souvent, chez l'ARFID, on se rend compte quand même qu'il y a, alors il n'y a pas de déformation de l'image corporelle, c'est ça qui le diffère de l'anorexie mentale. Et en fait, souvent, il y a d'autres domaines de sa vie quotidienne, on va dire, hein, qui sont impactés par de l'angoisse. En fait, si j'image un peu le truc, parce que vraiment, c'est difficile de vous expliquer ça en quelques minutes, mais en gros, c'est cette rigidité importante. C'est un peu comme si on avait et je mets des guillemets parce que je suis pas psy, hein, donc voilà, mais un trouble anxieux majeur sur l'alimentation. Vous voyez, voilà. Ok, Merci. merci beaucoup. Euh, Moi, alors, merci beaucoup pour votre exposé. Moi, c'est un domaine que je connais vraiment pas. Alors, j'espère ne pas poser une question trop bête. Je vous entends souvent parler en survol quoi, de l'aspect TND, parce que bien sûr, il y a les aspects sensoriels quand on évoque les questions de couleur qui interviennent sur le comportement alimentaire. Euh, et je me demandais, est-ce que le fait qu'un enfant ait un trouble du neurodéveloppement connu peut être à la limite un frein au diagnostic d'un trouble alimentaire? Parce que justement, on pourrait mettre sur le compte de difficultés comportementales ou sensorielles, des particularités. Non, alors pareil, hein, c'est pas un critère d'exclusion du trouble alimentaire pédiatrique. Dans les congrès, notamment, alors moi je suis pas du tout spécialisée dans le TSA notamment, mais en fait ce qui a été
dans un congrès, un de mes collègues gastropédiatres me disait que ça avait été longuement discuté quand même, de se dire, mais en fait, est-ce que ça fait partie dans ce trouble du neurodéveloppement? Est-ce que les troubles alimentaires en font partie? On considère que du coup, voilà, c'est inhérent à la pathologie. Ou est-ce que, en fait, c'est un trouble associé? Et en fait, ce qui a été ressorti, c'est que il y a quand même des enfants avec un TND qui n'ont pas de difficultés majeures d'alimentation et donc que ça pourrait quand même rentrer dans le cadre d'un TAP, c'est-à-dire qui serait effectivement avec un trouble associé. Bon, vraiment, c'est lié pour le coup, ça peut être lié à des particularités sensorielles, hein, essentiellement, et comportementales aussi, en fait, hein. Donc, je pense qu'il y a encore vraiment du chemin à faire sur le sujet, en fait. Et c'est aussi pour ça que j'insistais un peu sur la notion de trouble alimentaire pédiatrique, parce qu'en fait, c'est cette définition et ce consensus qui nous permettent maintenant d'avoir des critères, en fait, des critères pour pouvoir faire des études derrière. Ouais, bien sûr, ouais. Oui, c'est Il y a, important. il y a aussi des contextes génétiques qui sont connus pour en avoir. Moi, je pensais aux enfants qui ont un Prader-Willi. Alors, bien évidemment, pareil, hein, je survole à peine le sujet, mais est-ce qu'il y a des maladies génétiques qui sont connues pour avoir plus spécifiquement des troubles alimentaires pédiatriques? Et d'ailleurs, est-ce qu'ils ont des particularités, ces troubles alimentaires pédiatriques? Alors, le Prader-Willi, c'est complètement à part parce qu'en fait, il a dans sa pathologie, effectivement, un problème de régulation au niveau. J'ai perdu mes mots, mais euh, au niveau hormonal, en fait, hein. C'est un dérèglement aussi au niveau hormonal. Et en fait, et donc, ils ont des difficultés alimentaires qui sont pour le coup liées effectivement à ce dérèglement. Ils ont une hypotonie majeure, en fait. Voilà. Alors, pour le coup, ils rentrent par définition hein, dans le trouble alimentaire, mais c'est un peu comme le TND tout à l'heure, en fait, hein. Euh, voilà, on a vu hein, dans le TAP, en fait, il est précis et en même temps, il est large. Parce que quand on parle de troubles neuro, en fait, hein, donc, et notamment les syndromes génétiques et tout ça, en fait, effectivement, il pourrait rentrer dedans. Mais pour bosser pas mal dans le champ du handicap, il y a aussi, enfin, il n'y a pas de package, en fait. Handicap égale trouble alimentaire. Donc, du coup, ça vaut le coup quand même de se dire, attention, ils sont pas tous avec un trouble alimentaire, mais le Prader-Willi, là, vous prenez l'exemple, effectivement, où en fait, la pathologie est d'ailleurs marquée essentiellement par ces difficultés alimentaires. Merci beaucoup. Merci. On a d'autres questions encore, et notamment une petite remarque, un peu question aussi. Manger n'est pas jouer. Est-ce que ça veut dire qu'on ne fait plus l'avion avec la cuillère pour le faire manger, l'enfant? Question Je voulais de dire Frédéric Savary. justement. Merci du coup pour cette remarque parce qu'en fait ce que je voulais dire c'est que quand j'ai dit tout à l'heure à 2 ans l'important c'est le jeu et en fait les aspects ludiques, les assiettes ludiques et tout ça peut aider l'enfant à manger et souvent quand j'ai voulu effectivement et parce que je sais aussi que c'est enregistré il faut faire attention hein, à ce qu'on dit c'est que je me suis dit oh là là mais là je voudrais pas avoir justement à l'inverse on me dit ah mais du coup manger c'est pas jouer enfin, vous voyez, voilà. Mm. Euh, mais bien sûr que l'aspect vous savez, quand je parlais de l'exemple d'aller au resto, d'avoir quelque chose de joli, de machin, en fait, c'est ludique, entre guillemets, pour nous. C'est sympa pour les adultes. Mais l'enfant, lui, ce qui va être ludique pour lui, c'est d'avoir les petits pics ludiques, l'assiette sympa, etc. Donc, si, bien sûr qu'on fait l'avion, évidemment, c'est ça qui est important. Et en plus, dans cette idée d'interaction aussi sur le temps de repas, de prendre plaisir, en fait. Quand on fait l'avion, généralement, on ne le fait pas en faisant la tronche, quoi. Enfin, on y prend plaisir. Ça Donc, marche moins bien. Mm. voilà. Mais c'était justement, ma remarque, c'était juste, attention à, voilà, c'était à l'inverse. Je voulais pas qu'on me dise derrière, oui, mais bon, quand même. C'est comme quand on dit Oui. aux parents, n'hésitez pas à faire toucher les aliments. Et là, vous avez en tête, enfin, vous voyez le parent qui se décompose et qui se dit, ah là là, mais ça veut dire qu'en fait, il va m'en foutre partout, il va mettre les mains, il va taper dedans, il y en aura bientôt sur les murs. Non, alors ce que je dis beaucoup aux parents, c'est dans le respect des valeurs éducatives, hein. Voilà, on n'est pas dans le too much et voilà, c'est toujours pareil, hein. Super, merci beaucoup. Anaïs Cochet, donc, il vous remercie pour ce temps. Un TAP absolument pas présent dans la petite enfance. Avec un enfant ayant eu un développement ordinaire face à l'alimentation, peut-il arriver plus tard? Si oui, y a-t-il des explications ou des hypothèses? Donc là, Euh, c'est l'hypothèse d'un TAP à 7 ans avec aucun signe d'alerte avant.
À 7 ans, avec aucun signe d'alerte, il y a plein de pistes à creuser. Est-ce qu'on n'est pas sur la néophobie? Alors, la néophobie, souvent, elle arrive tôt, bien plus tôt, mais elle est décrite entre 2 et 11 ans, hein. Alors, maintenant, plutôt 18 mois et 11 ans, mais du coup, pourquoi pas? Peut-être. On a un pic entre 4 et 7 ans. Donc, la néophobie n'est pas un trouble, mais ça vaut le coup de le creuser parce que si ça s'ancre, à 7 ans, ce qu'on a peur, c'est qu'il bascule, hein, vers l'ARFID. Mm. Et là, voilà, c'est chaud quand même. Ensuite, il y avait autre chose qui m'était venue, mais je l'ai oublié là. En fait, il y a plusieurs. Je pense qu'il y a plusieurs pistes effectivement à creuser parce qu'après, est-ce que cet enfant a eu un traumatisme? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Parfois, ça nous paraît, ça peut passer inaperçu, ou alors une fausse route, mais qui s'est bien sûr bien terminée. Et en fait, c'est resté un élément traumatisant. Et là, on parle aussi de la phagophobie. Alors, j'ouvre, hein, finalement, vous voyez, on était sur les troubles alimentaires et puis on arrive à parler de la phagophobie, de l'ARFID. Alors Mais justement, Anaïs, pardon, juste Anaïs complète en disant que c'est arrivé cette particularité avec le Covid et les confinements. Donc justement, et alors et puis aussi, qu'est-ce que c'est que la phagophobie? la phagophobie, alors pareil, hein, je vais vous dire rapidement, hein, après aller creuser, vraiment en chercher, mais en gros, c'est une difficulté alimentaire qui survient suite à un traumatisme, mais qui peut D'accord. entraîner une perte de poids vraiment significative sur donc un temps court, donc qui inquiète et qui est inquiétante, mais en fait voilà, qui se prend en charge euh, en travaillant effectivement sur la voilà, reprise de confiance en fait avec ces aliments. Mais c'est des enfants qui peuvent restreindre leur alimentation en peu de temps. Ok, merci beaucoup. Et justement, vous parliez de la néophobie. Est-ce qu'il y a un moyen simple de faire le distinctif entre la néophobie et le TAP? Et moi, je me dis aussi, par exemple, quand le poids est OK, comment est-ce qu'on peut... du coup, les signes d'alerte sont moins présents peut-être. Et du coup, je me dis, c'est peut-être les carences nutritionnelles qui vont nous aider, mais elles sont en fait pas forcément recherchées, ces carences nutritionnelles. Alors, carence, pour en avoir, il faut avoir une restriction alimentaire sur un temps long quand même. Hmm. Donc, enfin, des carences importantes. En fait, la notion de poids, on peut tout à fait, enfin, bien sûr que le poids est un signe, c'est même pas un signe d'alerte, c'est un signe de gravité, la perte de poids. Hmm. Une rupture de courbe, alors c'est un signe de gravité. Une stagnation, c'est un signe d'inquiétude majeure. Mais enfin, moi, je vois des enfants avec des courbes nickel pour le coup et qui ont des difficultés alimentaires importantes, mais il y a des compensations. Donc, en fait, ce qui va nous intéresser, c'est pas tant le poids, voire même les carences, hein, enfin, en tout cas, nous, enfin, quand je dis nous, c'est aussi les orthophonistes, mais enfin, voilà, les psychomotes, les ergots, enfin, voilà, tous les professionnels qui bossent, hein, avec ces enfants. En fait, ce qu'on va aller rechercher, c'est les compétences sensorimotrices. Euh, et en fait, c'est là où ça va nous distinguer de la néophobie. Alors, de manière pareille, hein, très schématique, la néophobie, l'enfant a eu un développement alimentaire nickel, hein. Et à un moment donné, donc, je sais pas, vers 2 ans, un peu avant ou un peu après, enfin voilà, en fait, tout à coup, eh bien, il refuse des aliments qu'il mangeait antérieurement ou il refuse des aliments nouveaux. Et bien souvent, ça touche les fruits et les légumes, les aliments les plus fun. Et donc, du coup, comment dire, le patient, enfin l'enfant qui présente une néophobie alimentaire, si on le challenge, en fait, il n'a pas de trouble sensoriel. Donc, si on le challenge, il peut y arriver. Il peut réussir à manger. C'est ce qui fait que parfois, quand on fait le bilan, on fait un petit essai alimentaire et puis on le challenge un peu, on rend les choses ludiques. Et là, j'ai en tête comme ça un petit garçon de 6 ans. La maman, elle dit, bah, voyez, en essai alimentaire, je vous ai ramené du melon. Elle dit, ça, impossible. À chaque fois, ah non, pas possible, machin. Mais elle dit, mais ça, c'est avec plein d'autres aliments. Et Hmm. en fait, en utilisant des petites techniques, un petit outil, machin, on challenge un peu. Bien sûr que je me mets aussi en modélisation, hein, ça c'est un mot-clé, hein, on modélise les choses, on est le modèle aussi. Et en fait, il a pu y accéder. Donc la maman, Hmm. enfin voilà, jamais. Et en fait, le truc, c'est que ça ne veut pas dire que manger c'était facile, hein, ça ne veut pas dire que les difficultés ne sont pas présentes, ça veut dire qu'il est capable. Il est capable, mais il ne veut pas. Et voilà, ça s'accompagne, peut-être plus ponctuellement, je dirais, mais c'est des choses qui s'accompagnent pour éviter que ça s'ancre surtout.
Oui, et moi, ce que je me disais, du coup, c'est que, en fait, c'est l'étape où on a déjà consulté quelqu'un et peut-être que, il existe des conseils, ou des sites, peut-être sur votre site ou sur d'autres, petits livrets, pour par exemple, la transmettre au pédiatre ou à d'autres professionnels pour au moins avoir quelques conseils ou, quelques petites, billes comme, je sais pas, commencer, essayer de mettre en place un petit rituel de au moins on touche avec ou on sent ou, on touche avec la bouche, on peut mettre dans la bouche, mais pas forcément en mangeant. Peut-être il y a des choses comme ça, Sur Happy Ortho, on a à ouais. cœur vraiment, hein, donc il y a une page publique, hein, Facebook, il y a un site internet, mais voilà, sur la page, enfin voilà, sur les deux. En fait, on retrouve, on a à cœur effectivement de donner de l'information en fait, hein, aux parents, mais aussi même aux soignants, hein, enfin, Mmh. évidemment, on a des petits visuels, donc bah, du coup par définition très visuels, qu'on essaye jolis aussi, mais pour justement donner des petits tips comme ça pour les parents et aussi pour les soignants, parce qu'il y a aussi pas mal d'infos pour les pros de santé et les pros de la petite enfance. OK, super, merci beaucoup. Autre question, en termes de Frédéric Savary, pourcentage de la population qui souffre d'un TAP et est-ce qu'il y a des différences selon les cultures et les continents? Alors, l'étude que je vous ai donnée tout à l'heure, là, avec les 3 à 10% pour qui ça restera, enfin, ça dure, c'est les troubles, c'est au niveau mondial. Et il n'y avait pas de, en tout cas, je me souviens pas avoir vu de distinction par pays ou culture. En tout cas, pas dans cette étude-là, mais il y a des choses hein, qui sont écrites. Encore une fois, faut-il avoir les mêmes critères? En fait, c'est Oui, ça. ouais, ouais, c'est Et toujours souvent, la difficulté là, parce que en fait, c'est récent là. Donc, vous voyez, 5 ans, c'est rien. Donc, en fait, je pense que voilà, on aura de plus en plus de recul avec des critères identiques. Et il y avait une deuxième partie à la question, non? Je sais plus. Est-ce qu'il y a des différences selon les cultures et les continents? Ah oui, donc en fait, bah non, du coup, j'en sais rien. Je OK. sais. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a est-ce qu'un TAP serait un signe, d'appel pour peut-être des troubles sensoriels plus larges? Alors, ce que je dis souvent, c'est que parfois, effectivement, les difficultés alimentaires sont la, comment dire, c'est le signe d'un trouble bien plus sévère. Parfois, vous savez, vous avez le patient qui rentre dans votre bureau et vous dites, bon sang, c'est pas l'alimentation qui m'inquiète le plus là. Mmh. Ça peut être la porte d'entrée d'un trouble bien plus sévère et que parfois la plainte des parents, ça va être portée sur l'alimentation parce que, enfin, je dis pas que c'est plus rassurant de se dire que c'est un trouble alimentaire, mais des fois, vous savez, quand on dézoome un peu, on se dit: «Mais en fait, cet enfant, effectivement, il y a d'autres difficultés». Alors ça peut être grave ou pas, hein. C'est pas forcément des troubles gravissimes. Ça peut être, effectivement des troubles de l'intégration sensorielle beaucoup plus globaux, qui ne sont pas associés à une pathologie, mais ça peut être et on en a parlé tout à l'heure, Antoine en parlait, hein, des TND. Ça peut être, enfin voilà, moi oui, là, j'ai en tête une maman avec son bébé, voilà, qui arrive au cabinet et je me dis: «Oui, l'alimentation, certes, c'est compliqué», mais j'ai envie de dire, tu m'étonnes que ce soit compliqué. Enfin, il y a en fait, au niveau global, au niveau même, psychomoteur, il avait, voilà, pas tenu tête, à un âge où largement il aurait dû en avoir. Enfin, voilà, c'est pas Mmh. forcément grave parce que voilà, mais en tout cas, gardons en tête que, l'enfant le regarde dans sa globalité. C'est vrai que souvent on dit: «Nous, on s'intéresse à la bouche». Alors je sais que bien sûr que les psychomotes s'intéressent à l'aspect global et donc on se complète bien. Donc voilà, moi il m'arrive souvent d'orienter, effectivement vers, des collègues en disant: «Écoute, voilà, je me questionne sur, d'un point de vue plus global» ou des kinés, enfin voilà, je cite jamais tout le monde, mais bien sûr que tout le monde est Oui, et puis compris. effectivement, je pense aussi que ça s'intègre en termes d'une guidance parentale qui peut aller au-delà de juste l'alimentation en tant que telle. Et parce que ça touche tellement de domaines, comme vous l'avez dit, que ce soit l'angoisse liée à mon enfant ne mange pas, à comment faire justement pour comprendre toute cette sphère de psychoéducation, pour comprendre à quoi ça touche, à quoi ça fait référence. Aussi une autre question, est-ce qu'il y aurait un ordre dans les évaluations ou dans les consultations, dans les professionnels à rencontrer? Est-ce qu'il faudrait
Je ne sais pas, est-ce qu'il faut commencer par un bilan de l'oralité? Et donc ça, on l'a compris, ça peut être fait par différents professionnels. Est-ce que c'est, enfin, je sais pas, est-ce que vous avez une réponse à ça? Le bilan de l'oralité, ça ne veut pas dire grand-chose dans le sens où, ce que je veux dire, c'est que, en fait, je pense que chacun des professionnels le fait, mais on ne fait pas le même. En fait, c'est ça. C'est qu'il y a le bilan orthophonique, il y a le bilan psychomoteur, il y a le bilan ergo, il y a le bilan kiné, il y a le bilan du gastropédiatre, il y a le bilan. Voilà. Et finalement, sous le même nom, parce que c'est pas, je ne vais pas dire que ce que vous dites, hein, ça veut pas dire, c'est pas ça. Hein. C'est juste que sous ce terme de bilan d'oralité, en fait, tout le monde peut s'y retrouver, mais on ne fera pas la même chose. Et du coup, c'est hyper important, c'est de connaître les champs de compétences de chacun pour pouvoir orienter au bon moment, effectivement, ou au bon endroit en tout cas. Et donc, il y a pas d'ordre mieux qu'un autre. C'est que parfois, ils arrivent d'emblée chez le médecin, chez le gastropédiatre, qui va dire, bah, j'aimerais bien voir en gros si la bouche fonctionne bien, et donc aller chez l'orthophoniste. Et puis, admettons, l'orthophoniste va dire, bah oui, non, ça va, par contre, au niveau psychosocial, effectivement, c'est très compliqué. Bah, du coup, plutôt le psy. Et puis, ou alors on revient en arrière, le gastropédiatre dit bah, d'abord j'ai vraiment une inquiétude sur les apports, enfin je pense qu'il faut les accompagner sur les apports parce qu'il y a une perte de poids, etc. Bah, le diète. Voilà. Et à l'inverse, moi, il m'arrive de recevoir donc des patients qui ont été envoyés par leur médecin traitant qui avait peut-être voilà, qui avait perçu qu'il y avait des difficultés alimentaires et donc envoyé. Et moi, j'ai un signe d'alerte là qui me vient et je me dis ah là, c'est moins mon champ de compétences, mais du coup, je vais orienter vers d'autres personnes. Donc, et à l'inverse, je sais qu'il y a des collègues ergo, psychomotes kinés, ça arrive régulièrement, qui envoient en orthophonie. Donc, il y a pas d'ordre. Le principal, c'est de réussir à se dire, quand j'ai le patient en face de moi, est-ce que ça fait partie de mon champ de compétences? En tout cas, est-ce que je peux l'aider Ouais. là? Et vers qui j'oriente ou réoriente? Et on peut aussi bosser ensemble, c'est-à-dire en même temps. Donc, Mm. et là, on fait une belle équipe autour de l'enfant. Oui, le bon sens. Je trouve que c'est vraiment ce que vous décrivez là. On va prendre une dernière question de Frédéric Savary. Est-ce un jour envisageable de faire une recherche entre l'utilisation du cellulaire par les parents pendant les repas, même avec les tout petits et les tapes? Ce serait top. C'est vraiment. Ouais, ouais. Pourquoi c'est utilisé? Est-ce que c'est en réponse à des difficultés? Est-ce que c'est en amont des difficultés? Et voilà, est-ce que c'est une culture de la famille? Il y a des familles, hein, vous savez, là on parle des écrans, mais à l'époque, moi quand j'étais petite, j'allais chez des copines et en fait les parents mangeaient, enfin il y avait la télé dans la cuisine et regardaient les Ouais. infos à la télé pendant le repas. Voilà, ah ouais, c'est un sujet qui, bien sûr, qui Ouais. serait. Ce sera une question à poser lors de notre webinaire du 6 novembre prochain sur les écrans, justement. Je Ah, pensais à ça. voilà, bah, Oui, super. exactement. Très bien. Merci beaucoup. Je te laisse conclure, Antoine, sur le prochain. Merci beaucoup, Emeline. C'était vraiment hyper intéressant. Moi, j'ai tout appris. Vraiment, c'est un domaine que je ne connais pas. Donc, merci encore. C'était très clair. Alors, je rappelle à toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo que notre prochain 30 minutes avec aura lieu probablement le 21 novembre. Je dis probablement parce que on vous confirmera la date sur les réseaux avec Laurence Page et Sabrina Lopez qui viendront nous parler de l'actualité autour de la notion d'autodétermination. Je vous rappelle également notre prochain web colloque sur l'impact des écrans sur le développement de l'enfant avec Franck Ramu et Jonathan Bernard. Jonathan Bernard, c'est le chercheur qui a rapporté au gouvernement le travail d'étude par la commission qui s'appelle Enfants et écrans à la recherche du temps perdu. Et qui répondront aux questions d'un ensemble de panélistes, des panélistes qui seront composés d'enseignants, de chercheurs, de cliniciens, de villes, de campagnes. On a cherché à recruter un ensemble de professionnels qui puissent poser une palette de questions sur différents types de préoccupations et de secteurs d'activité. Merci encore pour votre attention, votre présence. Au revoir, Emeline, et à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir et merci pour vos questions. Au Bonne revoir. journée. Super. C'est bon.